Lou Darson, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ici à la médiathèque Émile Zola, au cœur du réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole. Alors nous avons cette belle opportunité de rencontre parce que vous êtes depuis le mois de mars, je crois, et jusqu'au mois de juin, à peu près jusqu'à la Comédie du Livre, ici, en résidence d'écriture dans l'enceinte du musée Latara. Oui. Nous allons ensemble évoquer votre somptueux premier roman qui s'appelle L'Arraché Belle et qui est paru à la Contre-Allée l'année dernière. Vous avez fait des études universitaires de lettres, vous avez été quelque temps libraire. Expliquez-nous quand et comment l'écriture est entrée dans votre vie. Je pense que en même temps que la lecture, quand j'étais petite, j'ai toujours écrit. Après, je crois que j'écrivais des petits poèmes de 2 ou 3 vers à l'école primaire, mais sur les reflets de la mer sous la lune, et c'était adorable. Puis j'ai jamais vraiment arrêté. Mais voilà, je rêvais d'être écrivain, comme ça, un peu vaguement. Et puis j'ai un peu mis ça de côté. Voilà, j'ai continué. J'avais jamais eu l'audace ou la volonté de me lancer dans quelque chose de long. Et voilà, j'écrivais des textes courts encore à l'université. Et puis j'ai mis ça de côté quand j'étais libraire, étrangement. Voilà, je me suis plus consacrée à la lecture. Et je suis retombée dedans par la critique, Oui. par la critique littéraire. Oui. Et où je me suis Vous avez un blog qui s'appelle Les Feuilles Volantes, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et c'est dans lequel vous parlez aussi des livres des autres. Voilà, exactement. Et qui est né vraiment comme ça, au départ, quelques textes personnels, mais surtout des chroniques de romans récents. Et j'ai vraiment repris goût. Et puis on m'a régulièrement demandé, et toi, qu'est-ce que tu écris? Puis moi, je me suis dit bon, j'osais pas, jusqu'au jour où voilà, je me dis, moi j'ai des idées, des phrases qui me traversent l'esprit, et je vais les noter dans un fichier Word. Et puis je sais pas ce que j'en ferai, et au moins voilà, je me les sortirai de la tête. Puis un jour j'ai ouvert ce fichier, je me suis dit, il y a un fil rouge. Je m'y attendais pas du tout, et en fait c'est comme ça qu'est né L'Arraché Belle. J'avais des fragments de route, surtout de paysages. C'était après un été passé à faire du stop. Et voilà, les premiers textes étaient des rencontres avec les gens. Ok. Voilà. L'Arraché Belle est votre premier roman. Il est d'une recherche et d'une force exceptionnelle. Et il retrace, je vais dire, le parcours d'une femme qui se sentait comme prise au piège, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai lu, dans son couple, et qui d'un coup se lève et puis s'en va. Comme soulevée par un réflexe de vie pour échapper à l'asphyxie, à une sorte de mort symbolique. Vous avez écrit ce roman dans des conditions tout à fait particulières, on va y revenir. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Alors, vous venez de parler de ce fichier Word, est-ce que c'est réellement le point de départ de L'Arraché Belle? Je pense que le fichier Word, c'est le point de départ du désir, de la concrétisation du désir d'écriture. Mais le point de départ de L'Arraché Belle, je pense que c'est vraiment cet été passé à faire du stop dans le sud de la France. Et cette volonté d'écrire à la fois la liberté du mouvement, et aussi des paysages et des bas-côtés, une sorte d'esthétique un peu des nationales, des départementales, des routes en dehors des grands axes, et de ce qu'on y voit quand on prend le temps de regarder. Et voilà, je pense que le désir était vraiment là. Et puis cette femme qui avance, finalement, sa situation de départ, ce couple dans lequel elle est coincée, est arrivé après, quand je me suis demandé mais d'où elle part. Et ça me semblait assez évident, en fait, que voilà, comme vous disiez, c'est le fameux on se lève et on se casse. Oui, c'est ça. Et que je voyais comme une évidence, en fait, qui est comme dans le parcours de cette femme. Et ouais, je pense que le départ est là. Alors, page 43, c'est à la page 43 qu'elle se lève et qu'elle s'en va. Qui correspond, cette page 43, elle correspond quand même au début de votre roman, à la fin du premier chapitre, alors que le roman en compte
6. Elle remplit un sac à la hâte, elle prend la voiture, elle s'en va. S'ensuit tout le reste du roman qui va être son nomadisme, qui sera progressif, et dans lequel elle va renaître à elle-même, mais je dirais surtout, mais on va y revenir, elle va se déconstruire, je dirais surtout. On sent sur ces 43 pages une violence contenue, une dépression sévère, quelque chose qui enfle et qui va lui permettre de le quitter, enfin, cet homme qu'elle n'aime plus, ou même cette femme qu'elle n'aime plus, qui est elle-même, en fait. On peut lire, alors ça c'est la page 30, et je vais essayer de vous retrouver le... Elle a conscience que l'apathie qu'elle cultive est un refuge précaire, que la léthargie l'engourdit sans l'assommer. Tout à fait. Que les rayons de soleil et les cris des oiseaux de mer ou les lumières des voitures et les odeurs de la ville se succèdent en secousses, réveils, Épicure. Et finalement, ça sera cette violence, cette colère, ce point de départ à la fuite, ils vont être contenus dans ces 43 pages. Et après, très peu expliqués. Ce personnage-là, il est né comment, en fait? J'ai moi-même longtemps vécu en ville. Et voilà, connu cette torpeur des après-midi dans les appartements surchauffés, et dont j'avais pas conscience de leur violence avant d'en sortir. Et je pense qu'il y a un point de départ là, cette violence, elle est aussi pour moi vraiment toutes les injonctions qu'on suit, qu'on intègre, sans y réfléchir, sans les déconstruire, et qui peuvent conduire à une dépression. Alors là, c'est vrai que cette dépression assez violente, il y a vraiment un phénomène de dépersonnalisation. Elle ne se reconnaît plus, elle ne sait plus qui elle est, elle se voit presque de l'extérieur, elle se voit agir, mais elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et voilà, elle a un parcours de vie tout à fait classique, un appartement, un couple, et puis ça marche pas. Ça marche pas, elle est perdue, elle comprend pas forcément pourquoi. Et c'est vrai que dès qu'elle sort, en fait, ça disparaît, puisque à partir du moment où elle s'extrait de cette norme, et du coup, cette violence disparaît aussi. Oui. Et forcément, après, c'est quelque chose de nouveau qui va pouvoir naître. Oui, c'est ça. Finalement, ce mal qu'il a dévoré, cette colère, cette apathie, ce dégoût d'elle-même et de cet homme ne seront nommés et dits qu'au cours de ces 43 pages, je viens de le dire, particulièrement bien nommés, mais que dans cette enceinte-là de début de roman. Est-ce que cela faisait partie de votre projet de ne pas chercher à exposer plus, finalement, ce couple qui se meurt symboliquement et l'essentiel n'était pas là, en fait. C'était le prétexte, c'est ça? Oui, exactement. Et l'essentiel n'était pas là, c'est tout à fait ça. Parce que je pense que c'était pas un couple où il y a... Enfin, c'est pas un couple où il y a particulièrement de violence, ou en tout cas physique. C'est en fait juste un couple où il ne se passe rien, où les deux personnes n'ont rien à se dire. Oui. Et c'est ça qui est vraiment violent, en fait. Et voilà, j'avais pas envie de creuser le sujet, parce que je voulais pas que le sujet réside dans ce couple qui finalement n'avait aucun sens. Et c'était le quitter qui avait du sens. Et voilà, j'avais pas envie que ça devienne un roman psychologisant sur le couple, ce qui peut être très bien fait, mais qui n'était pas le projet. Une fois cette étape franchie, une fois ce départ effectué, elle se met à rouler en s'arrêtant de temps à autre, et puis elle laissera la voiture, elle fera du stop, et enfin elle finira complètement seule et à pied, nomade absolument. Alors défilent sous nos yeux des paysages qui se succèdent et se superposent même de façon presque un peu magique. On ne sait pas toujours... des esprits très cartésiens et rationnels pourraient se dire mais enfin, comment peut-on passer de ça à ça, ou enfin ce genre de détails, et puis nous lecteurs on prend en pleine figure cette présence absolue de la nature dans laquelle elle va se fondre finalement de plus en plus au fil du récit et de son avancée, au fil de son arrache et belle en fait. Je crois que ces paysages, si nous ne pouvons pas les situer, vous, par contre, vous les connaissez bien. Ils correspondent aux paysages que vous avez réellement traversés pendant ces 3 années, je crois, de nomadisme. 3 années au cours desquelles vous avez écrit L'échappée belle. Alors, racontez-nous un petit peu ce voyage.
C'est pas un voyage, je pense que c'est une multitude de voyages, donc certains plus longs que d'autres. Effectivement, il y a maintenant 4 ans, mais bon, cette année était moins nomade. Voilà, j'ai décidé avec mon compagnon de partir sur les routes à bord d'un van aménagé. Et on a pas mal sillonné le sud de la France, puis jusqu'au Portugal et puis jusqu'en Turquie par les Balkans. Et c'est vrai que la plupart de l'Arraché Belle a été écrit sur la route. J'ai fini les dernières pages sur le mont Olympe. Voilà. Je le dis parce que je trouve que c'est vraiment c'est classe, j'avoue. Et puis c'est un beau souvenir surtout de fraîcheur au milieu d'un été grec absolument torride. Et effectivement, je pense que je peux situer sur une carte à peu près tous les paysages de l'Arraché Belle. Et effectivement, ils se superposent. Il y a des plages bretonnes au Portugal. Et il y a beaucoup des causses du Quercy, des causses du Causse-Méjean dans les Cévennes. La Lozère, la Lozère et le Lot. Parce que ce sont 2 endroits où j'ai passé pas mal de temps. Mais c'est vrai que voilà, il y a aussi des plages méditerranéennes. Et tout ça se fond dans une espèce de géographie un peu imaginaire, tout à fait. Ouais. Je pense que ça part plus de la Bretagne. Enfin, elle prend un ferry pour partir, puis c'était le côté je quitte une île pour rejoindre un continent. L'île pour moi, enfin voilà, c'était aussi l'enfermement et ouais, tout ça se fond, mais tous ces paysages effectivement existent et des fois se juxtaposent aussi dans mon esprit parce que voilà, j'ai un truc pour les plateaux karstiques. Alors, c'est des plateaux de calcaire poreux à travers lesquels l'eau s'écoule, comme les Causses, mais ce sont aussi des paysages qu'on retrouve pas mal dans les Balkans. Et voilà, donc j'ai tendance moi-même à classer un peu les paysages comme ça par type, les endroits avec les falaises, les plages où la mer vient un peu s'éteindre et s'endormir. Les montagnes. Et ce recours à cette espèce de magie, je pense par exemple à cette scène extrêmement forte qui va être une espèce de catharsis même dans le roman où on dirait qu'elle est au cœur de la terre, elle est sous terre en fait, et puis elle se met à danser, et puis ça va jusqu'à oublier son propre prénom, etc., etc. Il y a quelque chose de un peu comme une scène sacrée, un peu comme quelque chose de magique. En fait, vous aviez besoin de cette dimension-là pour quoi ? Qu'est-ce qu'elle vous a permis, cette dimension ? Je pense que c'était une nouvelle façon, enfin une autre façon de sortir des carcans. C'est-à-dire sortir, voilà, c'est une femme qui sort des carcans de la vie normale, entre guillemets, si tant est que ça existe. Et j'avais envie aussi que l'écriture en elle-même franchisse le pas entre le réel et le fantastique, qu'on ne sache jamais très bien où on est. Puis c'est vrai qu'on est tellement dans l'intériorité de cette femme, voilà, dans ces 43 premières pages, on ne sait jamais trop quand c'est réel, quand elle délire. Est-ce qu'elle a des fièvres, qu'elle appelle des fièvres, qui sont des sortes de visions, mais qui sont plus proches du délire, puis qui sont effectivement de plus en plus proches de quelque chose peut-être d'un peu magique, un peu sacré. Et comme on est dans sa tête, voilà, je ne voulais pas différencier en fait la magie qui se passe à l'intérieur de sa tête de l'extérieur. Et je trouvais que c'était important aussi pour sa liberté, en fait. Oui, pour ce qu'elle va trouver finalement. Exactement. Comment concrètement on s'organise pour écrire quand on est nomade ? Waouh. Pas par des longues périodes de travail d'affilée, vraiment plusieurs semaines assez intenses, et puis après plusieurs semaines sans rien. Ça veut dire que est-ce que ces moments d'écriture ils correspondent au moment où vous rentriez entre guillemets entre 2 voyages ou même pas forcément ? Non, pas forcément. Moi j'ai tendance à écrire avec l'ordinateur sur les genoux en tailleur, voilà, quelque part dans le camion ou sur une plage. Il y a trop de soleil sur la plage pour écrire, donc ça serait beau, mais en fait c'est pas possible. Et alors ces paysages en fait ils vont finir par la modifier, cette femme. Ces paysages et la nature qui la compose, vous déployez une énergie absolument folle pour nommer cette nature. Ce fut pour moi un enrichissement incroyable. Au début, j'ai fait l'effort d'ouvrir le dictionnaire à chaque fois que je rencontrais un mot que je ne connaissais pas, et puis après, je me suis dit lâche.
Enfin, laisse-toi porter. Et finalement, en fait, ça crée tous ces mots et puis ce rythme qui est le sien et qui avance vers cette femme qui avance vers elle-même, ça crée une sorte de langue. Est-ce que vous avez eu conscience de la naissance de cette langue, en fait? Oui, oui. Alors après, pour l'énergie folle, pour ce qui est de nommer, je pense que je connais... Enfin, il y a plein de mots qui sont les miens et qui, du coup, ne me demandent pas d'énergie. Enfin, les miens, qui font partie de mon vocabulaire parce que je passe beaucoup de temps dehors, puis je m'intéresse vraiment beaucoup à la nature depuis toujours. Mais c'est vrai que j'ai cette tendance quand même, quand je ne connais pas quelque chose, d'aller voir ce que c'est. Et je suis capable de passer 3 heures à regarder un dictionnaire des oiseaux et à vouloir avoir envie de les identifier. Donc c'est une énergie que je ne déploie pas forcément pour écrire, mais de toute façon. Et pour ce qui est de la naissance de la langue, oui, je pense que c'est quelque chose dont j'ai pris conscience au fur et à mesure de l'écriture, de ce qui naissait. Oui. Ouais. Et il y avait quelque chose. Enfin, votre roman est extrêmement sensuel, charnel, en fait. C'est très organique, en fait. C'est à l'image de la nature. Ouais, je pense. Puis c'est à l'image surtout de ma perception de la nature. Et je pense que ça, c'est vraiment peut-être ce qu'il y a de plus intime dans ce livre. En fait, c'est ce côté organique, sensoriel. Et je pense que le vrai travail, plus que dans le fait de chercher les mots précis pour nommer les choses, il a été plutôt dans le fait de fermer les yeux, rentrer en moi-même, essayer de me dire bon, comment je ressens ça, qu'est-ce que c'est le sable sous les pieds, qu'est-ce que c'est un bain de mer. Et voilà, je pense que vraiment ce qui est le plus intense quand j'écris pour moi, ou enfin le moment où je m'investis le plus, c'est vraiment dans la retranscription des sensations. Et ce qui est fou, c'est que finalement cette femme, elle part de la ville et de ce que nous connaissons tous couramment, ses appartements, ses rues, etc. Et dans lequel elle était finalement dans un vide absolu, pour aller à la rencontre d'elle-même et puis en passant, en utilisant cette nature-là. Et en fait, votre roman est aussi l'image absolument incroyable de la nature à horreur du vide, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est plein, en fait. C'est d'une densité. Il n'y a plus de vide. Le vide, il était quand elle était dans la ville, en fait. Et après, elle a beau ne rencontrer absolument quasi personne. C'est plein, en fait. Ouais. Alors, c'est marrant parce que ça me paraît hyper logique, mais c'est vrai que quand j'y réfléchis, on a plutôt cette image de la ville qui grouille et de la nature qui est le vide et le calme. C'est l'absolu contraire. Et en fait, pour moi, non, mais c'est vrai que quand on s'intéresse un peu à ce qui vit en dehors des humains, que ce soit les plantes, les animaux, c'est vrai que dès qu'on sort des villes, il y en a beaucoup plus. Et puis, des fois, il suffit de se pencher sur 1 mètre carré. Et les entomologistes peuvent nous en dire quelque chose, je pense. Et ouais, même un désert est plein de vie, en fait. Voilà. Donc, une nature foisonnante, d'autant plus. Concrètement, ça veut dire que vous passez votre vie à prendre des photos et aller chercher, quand vous ne connaissez pas, vous allez chercher les références de ce que vous avez vu ou de ce qu'il y a sur la photo? Non, mais c'est pas à ce point-là, mais c'est vrai que je pense pour les oiseaux notamment, si je vois un oiseau et j'entends son chant, j'essaye de regarder ses plumes, mais le soir ou le lendemain, je me dis c'était quoi ce truc? Et puis j'ai des dictionnaires des oiseaux et des plantes. Après, je pense que ça c'est depuis petite. J'avais une maman qui s'intéressait beaucoup aux plantes, qui m'a toujours montré dans les promenades en forêt, regarde. Ça, c'est tel type de menthe, ça, tu peux l'accueillir pour la manger, ça, tu peux pas, c'est poison. J'ai une sœur biologiste. Oui, d'accord. Voilà. Donc, voilà, c'est quelque chose de familial, de mon éducation aussi. Et puis, parfois, au cœur du roman, comme si la page ne pouvait plus contenir la force de ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, la mise en page change, parfois les typographies changent. Vous avez quelquefois recours à l'esperléuette et j'ai pas compris, j'ai pas su définir le lien entre toutes les apparitions de l'esperléuette. On peut aussi y voir une forme d'entrée fracassante de la poésie avec une mise en page de poésie. Pour vous, dans le processus d'écriture, ces passages-là, ils correspondent à quoi ? Alors effectivement, pour moi, c'est lié à la poésie. C'est encore une fois cette envie de
d'effacer la frontière, de déconstruire. De déconstruire. On parlait tout à l'heure des scènes qui sont plus fantastiques par rapport à des choses plus réalistes. Je pense que la poésie par rapport à la prose, c'était aussi quelque chose que j'avais envie de mélanger. Alors l'esperluette, j'aime beaucoup l'esperluette, et c'est vrai que je ne pourrais pas expliquer, mais je pense qu'il y a quelque chose de visuel qui insiste de façon un peu poétique. J'aime beaucoup cette forme pour rajouter un mot et le mettre en exergue. Et voilà, donc je ne pourrais pas non plus parler de pourquoi chaque esperluette à chaque endroit. Je pense que elle sort des fois comme ça. Naturellement. Et puis, naturellement, des fois je me dis, bon, peut-être pas, et je l'enlève. Et des fois, au contraire, je la rajoute. Et puis, oui, les passages comme ça où le blanc s'invite, c'est des passages... je pense que des fois, que j'ai écrit vraiment comme si j'écrivais des poèmes et qui avaient tout à fait la place dans le roman que je n'avais pas envie de sortir. Et pour vous, quand vous les écriviez, ils sortaient comme des poèmes? Oui, vraiment comme des poèmes. L'éditeur a fait le choix, à la toute fin après la fin du roman, de mentionner d'où venaient les citations, rendre à César ce qui est à César. Mais du coup, on aperçoit Virginia Woolf, Antoine Mouton, Julien Dabrijon ou encore Henri Michaud. Quel rapport entretenez-vous avec ces auteurs-là? Sont-ils ceux qui ont profondément nourri la naissance de Lara Chebel, et quels sont ceux qui continuent qui en ce moment vous alimentent? C'est marrant parce que c'est 4 auteurs qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Complètement. Julien Dabrijon, qui est un écrivain contemporain que j'aime beaucoup, et qui a écrit un roman aux éditions Kidam qui s'appelle Sombre aux abords, qui parle de l'Ardèche et des zones... des zones un peu dépeuplées, et, industrielles un peu vides, notamment la cimenterie du Teil, etc. Et à un moment, il a cette phrase sur le logo, le chien des stations Agip, qui a 6 pattes. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée à la lecture, d'autant plus que j'ai lu ce livre pas longtemps après cet été en stop, où j'avais fait toutes ces petites nationales d'Ardèche en stop. Et du coup, je pense que dans ma tête, il y avait un lien avec la naissance de Lara Chebel. C'était vraiment important, cette phrase, et celle d'Antoine Mouton aussi, c'est sur l'absence de frontières entre la peau et l'extérieur, et qui est une phrase aussi dans son roman Chômage monstre, qui parle aussi de ce vide qu'on peut ressentir quand on ne travaille pas. Mais c'est tout un monde que je peux mettre en parallèle avec la première partie de Lara Chebel, c'est une phrase que je trouve splendide. Et puis Virginia Woolf, je pense que c'est Virginia Woolf. C'est ça. Je peux pas. Elle se justifie elle toute seule. Voilà, c'est ça. Et puis Henri Michaud, c'est pareil aussi. C'est le lien à la poésie et au voyage aussi. C'est un voyageur. Donc, dites-vous de ce roman qu'il a un rite initiatique, celui de cette femme qui renonce pour pouvoir recevoir et devenir, pour pouvoir être, profondément être. Un rite qui d'ailleurs a dans une certaine violence, une force extrême physique, sensuelle et organique, consisterait à déconstruire pour accéder enfin à autre chose. En fait. Est-ce que vous le pensiez comme un rite initiatique, ou est-ce que ça vous est apparu qu'après? Je pense que ça m'est apparu au fur et à mesure de l'écriture. Maintenant, ça me semble assez évident. Et sans parler de la fin, mais c'est vrai que j'ai longtemps cherché la fin. En fait, je l'avais écrite depuis longtemps, j'avais juste pas compris que c'était la fin. Et puis quand j'ai écrit juste la dernière phrase, qui est très courte, en fait, c'était vraiment... je me suis dit, en fait, voilà, c'est ça. Et c'est là que j'ai compris vraiment ce côté initiatique et ce parcours. Et c'est vrai que quand j'ai compris l'importance de cette scène sous la montagne, qui n'était pas écrite comme ça au début, qui était plus simple, et que j'ai enrichi justement de toute cette espèce de folie, de danse, où elle perd son nom. C'est arrivé après l'expérience pure de la grotte. Et c'est vrai que là, je me suis dit, il y a quelque chose quand même de l'initiation, et qui du coup est devenu de plus en plus important. Il y en a plusieurs. J'ai une scène dans une maison aussi. Et il y a plusieurs étapes de cette initiation. Dans la forêt avec ses familles. La famille Bou m'a beaucoup marqué en fait, et elles se font écho, ces scènes, les unes aux autres en fait. Ouais.
Ouais, les femmes hiboux, mais elles existent. C'est vrai? Ouais, Vous les avez rencontrées? je les ai croisées. C'est des filles qui portent des masques de hibou, effectivement. Voilà, qui, en fait, elles font partie d'une des ZAD qui avait ouvert contre les projets d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. Okay. Et effectivement, pas mal de militantes portaient des masques de hibou et effectivement faisaient peur aux hommes en uniforme. Alors dans le livre, ça paraît très poétique, mais c'est un petit clin d'œil. Mais parce qu'en même temps, je trouve ça très beau, ces filles qui portent des masques de hibou et qui se cachent dans la forêt. Voilà, je trouve ça beau qu'elles existent pour de vrai. Alors je sais bien que le lecteur lit avec ce qu'il est, hein, avec ses propres filtres. Et j'ai moi perçu donc une dimension alors, presque militante, mais il ne faudrait surtout pas entendre que votre roman l'est en fait. Mais on va voir par exemple comment cette femme va se débrouiller, enfin pas comment elle va se débrouiller, mais vous donnez à voir les règles par exemple dans ces conditions qui sont extrêmement, enfin pour qui vit à la ville, qui sont extrêmement rudes, mais finalement tout devient très naturel en fait. Elle passe aussi dans un cimetière et son regard s'attarde sur une photo, sur une tombe où une femme a peut-être un cocard. Est-ce que vous diriez que vous faites partie de cette génération d'autrices qui vont commencer à dire les choses en fait? Ou est-ce que pas du tout et c'est venu comme ça en fait? Si, j'espère en tout cas. Enfin, pour moi, il y a des choses qu'on ne peut plus ne pas dire ou avec lesquelles on ne peut plus ne pas écrire en fait. Enfin, c'est vrai que moi je suis profondément féministe et j'ai pas envie que ça soit le sujet, mais j'ai pas envie de le mettre de côté parce que c'est pas possible en fait de se remettre une partie de mon cerveau de côté quand j'écris. Donc forcément j'écris avec voilà ma raison et mes convictions et puis ma vision du monde qui est oui que voilà. Puis même le fait d'écrire un roman où une femme est personnage principal dans le elle ou voilà ça pourrait être fait autrement, mais c'est vrai que c'était tout à fait volontaire et conscient. Bon, ça va, ça m'a pas totalement gagné ce militantisme. Que diriez-vous que ce roman vous a dévoilé sur vous-même? Est-ce qu'il est aussi votre échappée belle à vous? Alors, est-ce qu'il est mon échappée belle? C'est difficile, mais je pense que ce qui m'a révélé, c'était déjà que je suis capable d'écrire un livre. Et surtout que ce livre peut toucher des lecteurs et des lectrices. Et ça, c'est plus qu'une révélation, c'est un grand bonheur. Voilà. Est-ce que c'est ça qui légitime? Ouais, je pense. Le fait de... Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on écrit pour plein de raisons, mais l'envie d'être publié, c'est une autre étape. Et pour moi, ce qui est légitime, c'est je pense il y a plein d'histoires, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça des histoires. En fait, c'est Henry Miller qui dit ça, il dit il n'y a que 5 histoires, mais que par contre, chacun a une façon différente de les écrire. Et c'est ça qui est important. Et pour moi, à partir du moment où mon regard sur le monde peut-être toucher quelqu'un, mais toucher de façon intime, même infime, je pense que ça justifie et le fait d'écrire et le fait d'avoir envie que ces écrits soient lus. Voilà. Essayer de se connecter un peu entre humains et humaines. C'est ça, on en a besoin, surtout en ce moment. Y a-t-il un parallèle pour vous avec le chemin qu'effectue cette femme et l'acte d'écrire en fait? Parce que votre écriture, elle est, on l'a dit, elle est sensuelle avec cette présence folle de la nature, elle est organique, mais elle est aussi comme si le fait de marcher comme ça déclenchait la sensation physique du lecteur, c'est-à-dire que on voit très bien cette espèce de elle perd la mémoire, les choses se mélangent dans la tête, etc. Et c'est quasiment comme une transe ou une sorte d'hypnose en fait. Est-ce qu'il y a un parallèle entre l'acte d'écrire et l'acte de marcher finalement, seul et dans des endroits relativement déserts? Je pense, ouais. Alors c'est vrai que je me l'étais pas formulé aussi clairement, mais c'est intéressant. Je pense que l'écriture, c'est quelque chose qu'on pratique forcément seul. Voilà, c'est forcément solitaire et c'est bien. Enfin, voilà, même si je pense que je trouve ça bien aussi qu'on puisse communiquer entre personnes qui écrivent et échanger, mais le moment lui-même de l'écriture, c'est quelque chose
de très intime, on se retrouve face à soi-même, et effectivement, il peut y avoir des moments où on se perd en soi-même, et où on se dissout, et puis on est obligé d'aller des fois très profondément pour ressortir quelque chose. Donc effectivement, ça peut avoir quelque chose à voir avec ce parcours d'avancée, de se perdre, de marcher. Puis voilà, l'écriture comme cheminement et comme mouvement, je trouve que c'est une belle idée, une belle image. Comment ça se passe le retour à la vie sédentaire en fait là, par exemple, en résidence à la Tara, j'imagine que vous vous baladez autant que vous pouvez autour de Montpellier. Est-ce que vous emporterez entre les pages de votre prochain roman, alors attendez, là j'ai fait un effort, les flamants roses, les hérons garde-bœuf, les perches soleil, les roselières et les présalés, les pins d'Alep, la talève sultane, les grettes garzettes, les chasses-belles, c'est comme ça, oui, la sterne naine ou le pluvier à collier. Est-ce que tout ça, vous allez les amener avec vous ? Je pense. Alors, je les connais pas tous, mais les poissons, je suis pas très calée en poissons. mais oui, je pense que je m'imprègne de tous ces paysages. Puis c'est vrai qu'à Latte, avec les étangs palavasiens juste à côté, c'est vraiment des paysages qui sont très marquants. Et puis ce sont des paysages de lagunes. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Où la lumière a une certaine importance aussi. Ouais. Est-ce que votre prochain projet restera aussi organique ou est-ce que vous allez partir sur toute autre chose ? Alors, ça part sur autre chose. Effectivement, la sédentarité s'invite avec des échos entre le mouvement et la sédentarité, parce que je ne peux pas enlever totalement le mouvement. Et je pense que il y a des allers-retours entre les deux qui s'invitent. Et puis effectivement, ça va rester organique, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'appartient, qui fait partie de ma façon d'écrire, et puis de moi au sens plus large. Et il y aura des flamants roses, sûrement, et des lagunes, parce que c'est beaucoup trop beau pour ne pas les écrire. Lou Darsan, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à ces questions. Merci vraiment pour ce texte qui permet de se replacer au cœur de l'essentiel, à savoir de soi-même, au cœur aussi de cette nature si riche. Est-ce que, avant de nous quitter, vous nous feriez le grand plaisir de nous lire des extraits de L'Arrache est belle ? Avec plaisir. Alors, j'ai choisi 3 extraits, et à 3 moments différents du roman. Donc, le premier, c'est dans ces fameuses 43 premières pages, dans l'appartement, et c'est un des premiers moments où elle sort et elle va se baigner. Les heures ne passent pas. Elle ne supporte plus d'être enfermée dans une pièce, un appartement, un immeuble. Alors elle sort et trébuche sur les galets. Les gris du ciel, de la mer et du sable déteignent sur l'herbe des collines, où les nuages s'accrochent et s'effilochent. Des nuées d'insectes minuscules tourbillonnent au-dessus des herbes hautes et humides. Elle se coupe en arrachant une fougère dans un geste de dépit. La blessure pique comme celle de l'enfance et des feuilles de papier. L'odeur fraîche de la fougère associée à celle d'amande amère de la colle, par cette coupure au bout de son doigt. Les vagues clapotent sur le sable grossier, les coquillages roulent dans un bruit d'écume, le vent rosit ses joues. Il tombe une pluie légère, ni brume, ni crachin. Elle se déshabille et abandonne ses vêtements sur un rocher. L'eau glacée saisit ses chevilles. Elle plonge. Une douleur aiguë dans le gros orteil de son pied gauche gêne sa nage, crampe idiote de toutes ces baignades précipitées. La mer la secoue et l'éprouve. Elle est caillou, bernique, algues, bois flotté, à la dérive, projeté. Une brasse vers la rive. Elle s'allonge à plat ventre sur le sable à la lisière de la première vague, étoile de mer, X aux cheveux emmêlés et sablonneux. Les vaguelettes qui prennent d'assaut ses jambes écartées viennent mourir dans le creux de ses genoux. Ses mains aux doigts tendus creusent dans le sable humide qu'elles saisissent par poignées. L'eau salée de ses sourcils coule dans sa bouche entr'ouverte. On dirait une sirène sans queue, échouée par erreur.
De près, le sable aux gros grains gris paraît vivant, fragments concassés de coquillages, roches brisées, émiettées, roulées, carapaces de crabes et de puces de mer. Elle se relève et une croûte de sable la recouvre. De face, sa peau ressemble à celle d'un éléphant. La silhouette épaisse de l'homme en faction sur le rivage la fixe, les cheveux dégoûtants d'eau de pluie, un ciré trop large sur le dos. Depuis quand est-il une présence inévitable ? Toujours là, à sa périphérie, à l'attendre hors champ. Elle évite son regard. Il y a des passants, il lui dira. Tu es nue, tu es pleine de sable, tu fais n'importe quoi. Elle passe devant lui sans l'entendre, ses vêtements à la main. La chair de poule l'habille. Le sable se décolle d'elle par plaques. Des mèches de cheveux se collent sur ses épaules. Sur un banc, quelques pas plus loin, elle se frotte avec un t-shirt. Le jean étroit ne glisse pas. Ça rappellerait la piscine du mercredi après-midi si le sable n'était pas du papier de verre. Les sneakers, un pull à même la peau, le t-shirt mouillé dans la poche, les gestes automatiques. Elle sent qu'il s'impatiente, alors elle replie les jambes sur le banc et fixe l'horizon. Scrute les détails des oiseaux et des voiles. S'il pouvait partir sans elle, l'oublier là ou disparaître, un souhait serait exaucé. Elle grelotte. Alors, le second passage est à peu près au milieu du livre au moment du mouvement et de la route. Après, voilà, un long moment de conduite et puis de stop. Comme le soleil baisse vers l'ouest, la route se tait et la poussière retombe. L'obscurité qui s'installe révèle au loin le halo des néons de la station-service, dont l'enseigne dressée en haut d'un mât tente d'attirer les quelques routiers qui ne se sont pas encore arrêtés pour la nuit. Sa sieste s'est prolongée et a dissipé la nausée. Le sommeil a ramolli son corps, courbaturé par l'inconfort des trajets en voiture et la marche le long de la nationale. Elle a flotté dans un entre-deux, où ne lui parvenait plus le fracas des camions, ni le bourdonnement des insectes. Indifférente à tout ce qui était étranger à sa fatigue ou à son besoin de sombrer dans une perte de conscience rassérénante. La lueur bordeaux de l'ouest ne semble pas vouloir s'éteindre. Le bleu sombre l'emporte sur le noir, et le crépuscule se prolonge jusqu'à avaler la nuit que l'on perçoit presque. Quelques étoiles, le petit roi et le gardien d'ours. À peine une lune, la chaleur persiste. Il est l'heure de quitter la friche, de s'enfoncer à travers champs, le poids du sac allégé par le repos et la robe séchée de la sueur diurne, de franchir les clôtures et les haies, au plus loin des routes des hommes, par les chemins des martres et des chevreuils. Marcher jusqu'à atteindre le cri des engoulevents, la quiétude d'un bois, jusqu'à croiser sur leur seuil partagé le renard et le blaireau, jusqu'à faire taire les moteurs et les voix qui saturent son esprit, pour peut-être alors entendre la sienne dans le silence. Elle n'empruntera plus les grands axes routiers, ne fera plus de stop que pour traverser les plaines céréalières et les régions industrielles. Elle cheminera sur les sentiers. La nuit est courte et le jour la rattrape vite. Et enfin, pour conclure, un passage dans cette maison dans laquelle il y a une forme de transe. C'est une maison abandonnée au milieu d'une forêt, près d'un lac. Dehors, l'orage a éclaté. La foudre éreinte le ciel, canaux de plasma bleuté qui taraudent les nuages. Cette nuit, il faudra écrire sur les murs, arracher les lambeaux, dessiner avec les absences et les superpositions, couvrir les parois de mots, de visions, halluciner. À quatre pattes, les genoux lustreront le sol et s'useront, les coups de pied rouges, des frottements.
Gravez dans le bois les images et les cris, n'oubliez aucune latte, des nuits et des nuits, des cris et des visions, des fièvres, la peau des genoux et des pieds, les cales des paumes, des nuits, chaque latte, le crissement des insectes, le rebond des gouttes d'eau, le jaune et bleu des moisissures, les ongles cassés, le long des murs, le corps, les battements de cœur, le tonnerre. Elle s'épuise en dansant, elle extrait de son corps des saccades, elle saute dans tous les sens, agite la tête, s'aveugle de cheveux, elle perd l'équilibre, trébuche, tombe au sol, et les secousses continuent, elle n'essaye pas de les arrêter, elle se contorsionne autour de son bassin, ralentit, suspend le mouvement, trace dans l'air des spirales avec ses poignets et ses chevilles, geste délicat. Ses bras sont deux cygnes, leur danse nuptiale est si douce et si intime. Ils se découvrent et s'enveloppent de caresses. Elle s'élève derviche sur la pointe des pieds, les murs tournoient. La nuit se multiplie, enfante d'autres nuits, les avale et les englobe en son sein. Elle a des vertiges. Les sols et les murs tanguent quand elle s'allonge. Elle sombre. Au matin, lorsqu'elle reprend connaissance, elle est étendue au centre d'une pièce, le corps endolori et courbaturé, les articulations écorchées. L'orage s'est tu, le ciel est dégagé. La pluie a lavé le visage de son avenir. Il ne reste rien de ses visions. Les murs et les lattes, qui ont presque déjà oublié sa présence, ne percevront plus d'elle qu'un bruissement d'affaires rassemblées, la rumeur de pas dans l'escalier, le grincement sur ses gonds d'une porte poussée, puis laissée entr'ouverte. Merci.